Alors donc effectivement, je vous propose de changer totalement de perspective et de faire un grand bond dans l'histoire qui va nous conduire donc aux femmes dramaturges ayant exercé leur art dans la France du XVIIe siècle. Alors il s'agit d'un pan de l'histoire littéraire méconnu, Christine Planté vous l'a rapidement dit, voire ignoré. Il y a deux ensembles de raisons à cela, hein. D'une part, c'est la réalité contemporaine du XVIIe siècle, qui fait qu'il y a très peu de femmes dramaturges, on va voir pourquoi. Et d'autre part, il y a la construction de l'histoire littéraire à partir du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, qui promeut un canon dramatique classique essentiellement masculin, est réduit, vous le savez, au trio panthéonisé Corneille, Molière, Racine. Alors je voudrais d'abord m'attarder sur les questions de dénomination qui sont très importantes. Comment est-ce qu'on appelle une dramaturge au XVIIe siècle? Est-ce qu'il y a une dénomination spécifique? Est-ce que l'écriture inclusive s'invite déjà dans les débats de la langue classique? A priori, la réponse elle est négative, c'est-à-dire que pour désigner une femme dramaturge, on va se servir des termes poète dramatique ou auteur, sachant que ces deux termes, ces deux vocables, pendant très longtemps, ont exprimé la neutralité et l'universalité. En revanche, ce qui est intéressant, c'est dans cette diapositive, ici, vous avez une définition d'un dictionnaire très important du XVIIe siècle, qui est le dictionnaire universel de Furetière. À l'entrée auteur, le Furetière termine sa définition par ce propos, hein. On dit aussi d'une femme qu'elle s'est érigée en auteur quand elle a fait quelques livres ou pièces de théâtre. Donc nous sommes en 1690. Hein. La réalité de l'écriture théâtrale au féminin est tout à fait, vous le voyez, entrée dans un dictionnaire, donc dans la réalité socio-historique. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que la langue classique possède aussi le terme autrice, qui est particulièrement en usage dans la sphère théâtrale. Donc autrice qui n'est pas un néologisme, hein, il faut le répéter. Alors il est ici dans la muse historique, mais ce qui m'intéresse ici plutôt, c'est qu'on le trouve dans les registres de recettes journaliers de la Comédie Française qui viennent d'être numérisés, donc que vous pouvez consulter sur le site de la Comédie Française. Alors dans ces registres journaliers des recettes, on voit bien que, alors pour des pièces de femmes, donc Le voleur de Mademoiselle de Longchamp, qui reçoit donc une part d'autrice, et donc on a la somme exacte, elle reçoit 9 livres, et quelques années plus tard, pour Brutus de Catherine Bernard, également une part d'autrice, le terme est ici graphié avec un H, on l'a aussi pour le masculin, auteur sans H, auteur avec H. Donc c'est la rémunération qu'obtiennent ces deux dramaturges professionnels, et on le trouve à d'autres occurrences. Venons-en maintenant à des aspects statistiques. La réalité des chiffres. Concrètement, combien recense-t-on donc de femmes dramaturges au XVIIe siècle? Alors avant de vous donner une estimation, il faut préciser que sont dénombrées environ 150 femmes autrices donc, de théâtre sous l'Ancien Régime, ce qui représente 4% de la production dramatique qui est essentiellement dominée par les hommes. Hein. Ça vous donne un bon aperçu de cette réalité. Ensuite, il faut redire qu'il y a des femmes, évidemment, qui écrivent du théâtre bien avant le XVIIe siècle. Hein. Monique Goulet vient de vous en faire une très belle démonstration avec Roswitha de Gandersheim. Alors, pour la France, donc, je me contenterai simplement d'évoquer la Renaissance, avec deux noms d'autrices qui vous sont sans doute extrêmement familiers, mais peut-être pas sur le terrain de l'écriture dramatique. Il s'agit évidemment de Marguerite de Navarre et de Louise Labbé, hein, qui écrivent toutes les deux du théâtre. Il y a une autre autrice aussi à cette époque-là. Pour la France, alors revenons sur la France du XVIIe siècle, on dénombre environ donc entre 15 et 20 autrices, hein, ça dépend les décomptes, les répertoires, etc., dont voici la liste par ordre alphabétique, hein, ce n'est pas chronologique. En revanche, on peut donc proposer une périodisation en 3 moments. Alors le premier moment, ce serait la Fronde, 1650 et les années qui suivent, où les femmes dramaturges donc, sont en tout petit nombre. Leurs pièces donc, vont paraître dans la décennie 50-60, mais échappent en général au circuit professionnel, hein, au circuit des théâtres professionnels.
Deuxième moment, ce serait l'avènement, enfin c'est l'avènement du règne de Louis XIV, les décennies 1660-1680, qui voient donc les femmes accéder non seulement à l'écriture dramatique en plus grande, de manière plus ample, mais également donc aux scènes professionnelles, à une époque où évidemment il y a un grand engouement pour le théâtre, et un engouement qui se mesure à la fois par une activité dramatique intense à Paris, en province, mais aussi un essor éditorial sans précédent. C'est une époque où on lit aussi, on va voir le théâtre jouer, mais on va le lire également ensuite. Et puis, troisième moment, ce sont les décennies qui suivent la création de la comédie française, 1680, donc où là, le phénomène des femmes autrices va s'amplifier jusqu'au XVIIIe siècle, hein, où là, on va dénombrer une centaine d'autrices sur la charnière des XVIIe, XVIIIe et sur le XVIIIe siècle. Alors, cette progression corrobore quand même un fait de sociologie littéraire qui est bien connu, à savoir la multiplication des carrières littéraires féminines à partir des années 1650, tout genre littéraire confondu. J'ajoute pour finir que cette montée en puissance, elle se vérifie aussi à l'échelle européenne. Hein. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a des femmes dramaturges, c'est aussi important de le signaler. Le théâtre a un rôle de propagande politique qu'utilisent tous les monarques d'Europe. Et donc, en Angleterre, en Espagne et même sur les scènes scandinaves, vous avez des femmes dramaturges qui exercent leur art, avec des phénomènes de circulation entre les scènes européennes, c'est particulièrement vrai entre l'Angleterre et la France. La plus grande dramaturge anglaise, qui est une femme de lettres très complète, c'est Aphra Behn, hein, qui a une vingtaine de pièces à son actif. Alors, venons-en maintenant aux carrières socio-littéraires de ces femmes. Alors, qui sont-elles et qu'ont-elles écrit? Concernant leurs origines sociales, on observe qu'elles sont issues, ces femmes, de milieux très divers. Vous avez haute aristocratie, petite noblesse désargentée, roturière, bien sûr, une religieuse, la sœur de la Chapelle, et puis des professionnels de théâtre. S'agissant de leur pratique d'écriture, alors il s'avère qu'elles sont tout aussi hétérogènes. Vous avez des littératrices monotextuelles, c'est-à-dire qui ne sont connues que pour un seul texte. Vous avez des littératrices occasionnelles, et puis vous avez des littératrices assidues, voire professionnelles, c'est-à-dire des femmes qui se constituent une véritable carrière sur plusieurs années. Alors, les occasionnelles et les assidues sont particulièrement intéressantes pour nous, sachant qu'elles sont généralement des femmes qui sont polygraphes. Ça veut dire qu'elles exercent leur talent littéraire dans plusieurs genres, que ce soit le théâtre, mais aussi la fiction, les genres fictionnels, et aussi, bien sûr, la poésie. Ça, c'est très important pour nous parce que, évidemment, le passage de l'écriture poétique à l'écriture dramatique, il faut avoir des compétences poétiques pour pouvoir écrire du théâtre au XVIIe siècle, dans un corpus, un répertoire où le théâtre est encore très massivement versifié. Hein. Donc, c'est important de savoir que ces femmes sont aussi poétesses. Cela dit, quand même, dans leur carrière, hein, ce théâtre, il occupe une place moindre. Dans l'ensemble, ces femmes ont un corpus mince, 2 pièces en moyenne. Hein, c'est la moyenne. Et ça, c'est une des causes de leur disparition, de leur effacement dans l'histoire littéraire. Enfin, dernière remarque, ces femmes, comme les hommes, comme leurs homologues masculins, c'est important, s'exercent à tous les genres dramatiques. Elles pratiquent la farce, elles pratiquent la comédie, elles pratiquent la comédie-ballet, la tragécomédie, la tragédie d'inspiration biblique, grecque, romaine et même orientale. Et elles pratiquent aussi, on va le voir, le genre du proverbe dramatique. Donc ce fait, hein, cette inscription dans tous les genres, c'est la meilleure preuve que ces femmes s'inscrivent dans les débats esthétiques de leur temps, qu'elles suivent les modes aussi de leur temps, qu'elles ne sont pas du tout à contre-courant
des goûts dominants du public. Au contraire, elles sont parfaitement intégrées. Et alors, ça n'empêche pas que parfois elles puissent traiter de manière très personnelle, avec un regard dit féminin, certains sujets, mais concernant leur pratique théâtrale, il n'y a pas de distinction véritable. Alors, je vous présente quelques figures saillantes qui se caractérisent à un titre, pour une raison ou une autre dans l'activité dramatique. D'abord la Lorraine, Madame de Saint-Balmont, qu'on a surnommée l'Amazone chrétienne parce que c'est une femme qui s'est illustrée les armes à la main pendant la guerre de 30 ans. Alors elle est connue dans le domaine dramatique parce que c'est la première femme à publier une tragédie en France au XVIIe siècle, Les Jumeaux martyrs, donc tragédie chrétienne en 5 actes et en vers. Alors, elle aurait été jouée de son vivant, mais précisément plutôt dans son entourage, pas sur une scène professionnelle. Deuxième figure, alors c'est Françoise Pascal, très importante, qui est l'exception des années 50, de la fronde des années 50, puisque donc elle travaille plutôt dans les années 50-60, 64 plus exactement. C'est la première autrice de théâtre à avoir été jouée en province, en l'occurrence à Lyon, elle est lyonnaise, par une troupe professionnelle. Donc vous voyez d'ailleurs, elle signe très fièrement fille lyonnaise, un peu comme Louise Labbé qui elle met lyonnaise, qui signe lyonnaise. Et elle a été jouée donc par une troupe professionnelle dans la salle, probablement, on n'en a pas la preuve formelle, mais dans la grande salle, le terme de l'époque, de l'hôtel du gouverneur de Lyon, la famille des Neuville de Villeroy, et dont on conserve dans les archives d'ailleurs des billets pour ce théâtre-là, qui étaient spécialement imprimés, édités pour ce théâtre-là. On n'en a pas la preuve formelle, mais il semblerait que ce soit une jeune fille qui était visiblement très impressionnée et même qui avait beaucoup d'admiration pour Molière, sachant que Molière a fait plusieurs séjours à Lyon à l'époque contemporaine de Françoise Pascal, et il semblerait qu'elle ait assisté à plusieurs représentations de Molière et que cela ait suscité sa vocation. On n'en a pas la preuve formelle. En l'occurrence, donc, première femme dramaturge française professionnelle, c'est aussi la femme dramaturge la plus prolixe du XVIIe siècle, puisque elle excède cette moyenne des 2 pièces, elle a 6 pièces de théâtre à son actif. Troisième figure, alors, il faut attendre 7 ans. 7 ans pour qu'une femme accède à la scène professionnelle parisienne. Donc vous voyez, c'est intéressant de noter que la province a l'antériorité de la professionnalisation des femmes de théâtre. Alors ce sera chose faite donc en 1662 avec le Manlius de Marie-Catherine Desjardins, dite Madame de Villedieu, qui est une femme de lettres qui collabore à de très nombreuses reprises avec Molière et qui est visiblement une amie du dramaturge. C'est elle aussi l'autrice de la tragicomédie du Favori, dont on va entendre des extraits dans un instant, qui a d'abord été jouée aussi à Paris par la troupe de Molière, au théâtre du Palais Royal, avant d'être rejouée en juin. Elle a été jouée d'abord en avril à Paris, et en juin, sur invitation de Louis XIV, elle sera jouée à Versailles, et Molière joue un prologue. Donc c'est aussi la première pièce de femme qui est jouée devant un monarque, et pas n'importe quel monarque, devant Louis XIV. Donc Louis XIV a été spectateur de cette pièce de théâtre. Venons-en aux 2 enfants de la Balle. Alors, 2 enfants de la Balle, Mademoiselle de Longchamp d'abord, fille et épouse d'acteur, qui est souffleuse de théâtre de son état. On possède très peu de renseignements sur elle, vous allez comprendre pourquoi. Mais elle est très importante puisque c'est la première femme jouée de son vivant à la Comédie Française. Les registres en font foi, je vous l'ai montré
tout à l'heure. C'est une petite pièce en un acte, une farce, Le voleur ou Tita Papouf, qui est une onomatopée. Voilà. Donc 1687, hein, la Comédie Française est créée en 80. En 87, vous avez la première femme qui y est jouée. La pièce n'est malheureusement pas imprimée, de sorte qu'on n'en a aucune trace. Et cela, ça explique totalement l'effacement de cette femme dans l'histoire littéraire dramatique. Hein. Deuxième enfant de la balle, que vous connaissez, c'est Madeleine Béjart. Alors Madeleine Béjart, comédienne, cofondatrice avec Molière de l'Illustre Théâtre en 1643. Alors son cas est très intéressant pour nous parce qu'il nous permet de pointer deux aspects d'une portée non négligeable. Premièrement, c'est l'articulation logique entre la profession d'actrice, l'état d'actrice et l'écriture dramatique qui a été très bien mise en lumière par Aurore Évin. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, on a énormément de poètes, ce qu'on appelle des poètes comédiens, c'est-à-dire des acteurs qui écrivent pour le théâtre. Et donc c'est vrai aussi pour les actrices. Et d'ailleurs, le phénomène va s'amplifier au XVIIIe siècle, où vous avez beaucoup d'autrices de théâtre qui sont aussi des comédiennes. Et puis, ça nous permet de pointer aussi le problème des pratiques de coélaboration de l'œuvre théâtrale, de l'œuvre dramatique au sein du couple. Quand vous avez un couple d'acteurs comédiens, quelle est la part de collaboration de la femme dans l'écriture dramatique, hein, Aurore Évin se pose justement la question pour le couple Béjart-Molière. Quelle est la part d'écriture de Madeleine Béjart, qui est une femme qui a côtoyé pendant plusieurs décennies Molière, dans la part de création, dans l'écriture dramatique des pièces de théâtre de Molière. Autre femme qui est très intéressante aussi, Catherine Bernard, qui est la deuxième femme jouée à la Comédie Française quelques années plus tard, en 90, qui est qualifiée alors par un de ses contemporains, je cite, de rivale très dangereuse pour tous ceux qui s'attachent au théâtre. Alors elle, l'histoire littéraire a retenu son nom parce que c'est une femme qui a un corpus plus important, qui est polygraphe, romancière. Pour vous la situer aussi, elle a écrit des contes de fées. C'est la première qui a écrit la version de Riquet à la houppe avant Charles Perrault. 2 pièces seulement, mais très importantes, Laodamie et surtout Brutus. On a la chance de conserver en plus le manuscrit de Souffleur qui est à la bibliothèque musée de la Comédie Française. Je vous en ai mis des pages ici. Ce sont des pièces importantes d'abord parce qu'elles ont eu du succès, remarquées, il y a eu des commentaires. Et puis surtout, ce sont des pièces à sujet politique. Hein, donc il y a une matière très, très importante dans cette pièce. Autre femme qui est intéressante aussi pour l'histoire dramatique, Anne de la Roche-Guilaine, protestante de son État, qui fait donc de très nombreux allers-retours entre la France et 2 pays où il y a des communautés protestantes francophones importantes, c'est l'Angleterre et la Hollande. Et en 1677 précisément, elle se trouve à Londres et le roi d'Angleterre en personne, Charles II, lui commande une pièce pour son anniversaire. Cette pièce sera rare en tout, une comédie-ballet qui va donc être jouée à Whitehall, théâtre du Palais Royal, devant Charles II en personne. Donc première femme dramaturge française à s'exporter. Alors la pièce est jouée en français évidemment, hein, toute cette cour est très francophone bien sûr et francophile. Bon, en l'occurrence la pièce a été un échec total. Elle n'a pas été rejouée, mais elle a été jouée par une troupe française de passage à Londres. Vous connaissez la figure suivante, c'est Françoise de Maintenon, dernière épouse de Louis XIV, épouse secrète de Louis XIV. Ce qui est plus intéressant dans sa biographie pour nous, c'est qu'elle a été auparavant l'épouse d'un grand dramaturge du XVIIe siècle et par ailleurs romancier, qui est Paul Scarron. Donc initiation, et en tout cas elle a assisté à beaucoup de pièces de théâtre, elle a participé aussi à des lectures de Scarron de ses pièces de théâtre, et elle va écrire une quarantaine de proverbes dramatiques. Pour qui? Pour un public très particulier. Ce sont les demoiselles de Saint-Cyr, la maison d'éducation Saint-Cyr qu'elle a fondée. Et elle écrit ces petits proverbes dramatiques qui sont alors très courts, hein, 3-4 pages, qui sont des proverbes. Alors qu'est-ce que c'est le principe? C'est très simple. Vous avez un proverbe qu'on illustre.
voilà, et puis il faut deviner le proverbe, et le proverbe vient à la fin, et tout le propos dramatique au préalable est une illustration de ce proverbe dramatique. Alors c'est un genre ludique, et c'est un genre auquel Madame de Maintenon assigne une vocation didactique et morale, puisqu'évidemment son but il est éducatif, c'est former des jeunes filles à leurs futures conditions d'épouse et de gestion domestique évidemment de leurs biens. Donc ça traite de sujets alors très pragmatiques, bon d'abord évidemment les tractations de mariage, très important, mais aussi les préoccupations domestiques, les comportements de bienséance dans le monde, etc. Donc c'est des proverbes, mais qui sont très intéressants et avec des accents autobiographiques, hein, une vision assez noire de l'amour, notamment de la part de Madame de Maintenon dans ces proverbes. Et ils viennent d'être édités, donc vous pouvez les lire, ils sont accessibles. D'abord un petit élément de conclusion, et je terminerai par un autre point. Ce sont des exemples, hein, tous ces exemples vous prouvent que ces femmes dramaturges, elles sont parfaitement intégrées aux milieux théâtraux de leur époque et qu'elles rencontrent le succès auprès du public. J'insiste, à deux moments, c'est-à-dire que ce soit au moment de la performance théâtrale, quand elles sont jouées, mais aussi au moment où elle publie, hein, puisqu'il faut bien distinguer et prendre en compte ces deux temps au XVIIe siècle, la performance théâtrale et la publication du théâtre imprimé. Ces femmes, la plupart, se font imprimer après avoir été jouées, et elles retrouvent un autre public à ce moment-là. Et ces pièces sont souvent accompagnées de dédicaces à des protecteurs très prestigieux, qui prouvent qu'il y a une caution aussi haut placée de ce théâtre de femmes. Alors pour finir, je voudrais m'attarder sur les facteurs socio-historiques et culturels contemporains du XVIIe siècle, hein, qui rendent l'accès des femmes au théâtre particulièrement difficile, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce champ littéraire est particulièrement difficile d'accès pour les femmes. Alors première difficulté, c'est le défaut d'éducation. Défaut d'éducation pour écrire du théâtre, en particulier de la tragédie au XVIIe siècle. Il faut avoir des connaissances en histoire, en grammaire, en rhétorique, en grec et en latin. Donc ça, ce sont des choses que n'apprennent pas, qui ne sont pas enseignées aux femmes. Et là, le milieu social n'a rien à y voir, hein. Vous avez des femmes qui sont des aristocrates qui ont des éducations très piètres, hein. Donc ça n'est pas, au contraire, parfois vous pouvez avoir chez les roturières, par exemple Françoise Pascal, est quelqu'un de très instruit. En tout cas, ça vous explique ce défaut d'éducation, la présence d'intermédiaires masculins dans l'entourage de ces femmes, hein. Et vous avez des exemples de mentorat, donc dramatiques, avec soit des hommes de lettres, soit généralement aussi des gens qui gravitent dans le domaine du théâtre. Alors un exemple célèbre de mentorat, c'est celui de l'abbé d'Aubignac, avec Marie-Catherine Desjardins, dite Madame de Villedieu. Ensuite, vous avez des impératifs de bienséance qui interdisent à une honnête femme, à ces époques-là, hein, de s'exposer en public, de prendre la parole en public, hein. C'est le « et pourtant » qu'a évoqué tout à l'heure Christine Planté. Or, au XVIIe siècle, comme la fonction de metteur en scène n'existe pas, hein, c'est une fonction qui est créée ultérieurement à la fin du XVIIIe siècle, il faut que l'auteur vienne collaborer directement avec les comédiens et le chef de troupe pour monter la pièce. Donc si une autrice souhaitait se faire jouer, si elle se devait de venir fréquenter des milieux qui sont encore très largement méprisés au XVIIe siècle. Et si elle voulait imposer ses vues artistiques, ses vues esthétiques, elle devait être en mesure d'assumer des rapports de force avec les comédiens, avec le chef de troupe. Donc ça nécessite quand même des personnalités assez fortes, hein. Il faut faire preuve d'autorité. Et on a la preuve alors de cet obstacle par un témoignage très précieux au sujet des comédiennes. Samuel Chapuzot, dans le théâtre français, vous dit ceci, hein. C'est les comédiennes, hein, il ne parle pas des autrices, mais on voit bien la difficulté pour les femmes. Les femmes, par modestie, laissent aux hommes le jugement des ouvrages et se trouvent rarement à leur lecture, quoiqu'elles aient le droit d'y assister. Et il ajoute, et là on pense, hein, on n'en est pas sûr, mais on pense, les historiens pensent qu'il parle de Madeleine Béjart, et il y en a assurément de très capables entre elles, et même
qui peuvent donner des lumières aux poètes. Hein. Donc voilà, ça c'est un témoignage assez précieux. Il y a aussi des raisons d'ordre économique. Hein. Le théâtre n'est pas un genre rémunérateur pour un auteur débutant ou pour un auteur méconnu. Mais là, les femmes sont à totale égalité avec les hommes. Hein. C'est un problème unisexe, ce problème économique. La seule différence genrée, c'est que les femmes ont beaucoup moins de possibilités de se faire rémunérer ailleurs, d'être pensionnées par des personnages haut placés, d'entrer au service de personnages haut placés. Et surtout, il y a un accès qui leur est totalement difficile, enfin une voie d'accès rémunératrice qui leur est totalement interdite. Ce sont les institutions culturelles, l'Académie française, par exemple, qui pensionne bon nombre d'hommes de théâtre, est interdite aux femmes. Hein. Donc les femmes, là on retrouve une difficulté. Donc ce que l'on observe dans la carrière de ces femmes, c'est que le théâtre, donc je vous l'ai dit, corpus mince, et surtout qu'il y a un moment où il y a une réorientation pour la plupart d'entre elles, pas pour toutes, mais une réorientation de carrière. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on délaisse le théâtre, ces femmes délaissent le théâtre et vont sur des genres où elles peuvent s'acquérir des profits économiques beaucoup plus rapides et beaucoup plus élevés, c'est-à-dire les genres fictionnels, et notamment sur la fin du siècle, le conte de fées. Et là aussi, c'est une réorientation qui va participer de leur invisibilité dans l'histoire littéraire, parce que quand on écrit l'histoire littéraire, on va dire, oh là, elles sont très bonnes en tant que poétesses, elles sont excellentes en tant que romancières, mais alors le théâtre, hein, elles auraient mieux fait de ne pas s'y essayer. Hein. Donc on survalorise la production romanesque et poétique au détriment de la production dramatique. Enfin, l'avant-dernier problème, c'est qu'une autrice doit aussi affronter des préjugés sexistes, hein, et des accusations en tout genre. Alors, accusation en tout genre, une femme serait incapable, évidemment, d'écrire une pièce de théâtre, encore moins une tragédie qui nécessite ce que Corneille appelle une malle-vigueur. Hein, tout est dit dans cette expression-là. Une anecdote d'ailleurs assez plaisante et révélatrice de ce point de vue. Il concerne Antoinette Desoullières, que vous connaissez peut-être puisque c'est une célèbre poétesse, qui a produit donc une tragédie, Genséric, en janvier 1680 au théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. Et cette pièce n'a pas eu le succès escompté. Alors son ami et mentor, le poète Jean des Hainaut, lui aurait dit « Savez-vous bien que pour faire des tragédies, il faut avoir ce qui manque à votre chat ?» Le chat était castré. Voilà, donc ça vous dit bien. Alors ça fait partie des anecdotes qui sont un peu vérifiables, mais qui traînent comme ça dans la biographie et qui vous disent aussi sur quelque chose de cette atmosphère très masculine. Hein. Si une femme écrit du théâtre, c'est donc forcément qu'elle s'est fait aider par un homme, là on va aller piocher dans les mentors, ou qu'elle a prêté son nom à un homme. Donc ce n'est pas un homme de paille, ce sont des femmes de paille. D'où parfois lors des ripostes, et ça c'est l'impression, le théâtre imprimé est très important pour cela, parce que les femmes, quand elles font imprimer leur théâtre, elles vont se servir des préfaces pour riposter, pour faire état des accusations qui les ont attaquées précisément, et elles y répondent avec force argument. Pas toutes, mais certaines. Alors ça n'empêche pas, ça n'évite pas qu'il y ait des exemples de désattribution. Là aussi, le cas a été bien analysé par Aurore Evin, de La Folle en chair, par exemple, qui est une pièce de théâtre de Madame Ulrich, qui a été réattribuée, et même que s'est annexé carrément le dramaturge Florent Dancourt dans ses œuvres, dans une manœuvre éditoriale qui est assez complexe, que j'ai étudiée par ailleurs, mais je n'entre pas dans les détails, mais qui a été facilitée par les pratiques éditoriales de l'époque. Et on voit bien comment La Folle en chair, qui est une pièce de femme, est passée donc au corpus dramatique de Florent Dancourt. Dernier obstacle, quand bien même une femme voudrait écrire du théâtre, eh bien, elle va se heurter à l'absence de tradition théâtrale féminine qui pourrait cautionner sa démarche. Personne ne se réfère par exemple au cas de Roswitha de Gandersheim. On ne trouve pas dans le théâtre du XVIIe siècle des femmes qui piocheraient, qui iraient citer Roswitha de Gandersheim.
Inversement, vous le savez, le théâtre masculin, lui, peut se targuer d'une tradition qui remonte à l'Antiquité. Donc il faut attendre Marianne Barbier, qui est donc à la charnière du XVIIe et du XVIIIe siècle et qui fait sa carrière au XVIIIe siècle, qui est la première femme qui, elle, va justement se réclamer officiellement d'une tradition théâtrale féminine. Alors pour vous la situer, parce que c'est la dernière femme dont je parlerai, mais qui est importante en ce début du XVIIIe siècle, c'est l'autrice de théâtre, une des autrices de théâtre les plus prolifiques du XVIIIe siècle, dizaines de pièces à son actif, des ballets, des tragédies jouées à la Comédie Française. C'est la première femme aussi en France dont le théâtre complet, vous le voyez ici, la page de titre, est publié sous forme séparée. Et la première femme a préparé elle-même une édition de ses propres œuvres théâtrales. C'est aussi la première femme dont le théâtre connaît une renommée internationale. La première à se revendiquer d'une collaboration avec un dramaturge masculin et la première aussi femme critique de théâtre. Elle écrit un périodique, elle fonde un périodique où elle fait de la critique théâtrale. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait une préface à Harry et Pétus, sa tragédie, qui est une préface vraiment, alors un manifeste féministe avant la lettre, où elle fait état justement des accusations masculines qui les dépossèdent de son théâtre. Elle riposte et à la fin, elle convoque sa sœur et amie de théâtre, Catherine Bernard. Catherine Bernard lui avait déjà rendu hommage et retour à l'envoyeuse dans la fin de cette préface. Je vous ai souligné le passage, voici ce qu'elle dit. Et s'il faut ajouter quelque chose au sujet du poème dramatique, les tragédies de Mademoiselle Bernard sont trop récentes pour être effacées de la mémoire des envieux de notre gloire. Voilà. Alors, ce que je voulais te dire en conclusion, c'est que d'un côté, donc, le théâtre de femmes du XVIIe siècle et d'Ancien Régime en règle générale, il est réhabilité depuis la fin du XXe siècle. Le travail scientifique, il est engagé, même s'il reste beaucoup à faire. Il y a des travaux de chercheurs américains, de chercheurs français et françaises qui ont valorisé ce matrimoine dramatique, patiemment exhumé. Les éditions existent. Mais tout reste à faire du côté de la performance, évidemment, scénique, puisque ce théâtre, il reste totalement invisible dans les programmations scéniques des salles françaises. Aurore Evin, qui œuvre activement pour que ces pièces soient rejouées, vous en parlera certainement cet après-midi. Mais en guise de la fin, voilà, je voudrais juste vous me donner un exemple du Brutus de Catherine Bernard, qui n'a été rejoué en France qu'une seule fois, en 1972. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ce festival Corneille qui se tenait à Barentin et qui, voilà, donc 1972, Brutus a été rejoué par les plus grands comédiens. Il y avait des comédiens de la Comédie Française parmi ceux-là. Et alors, ça me permet de faire peut-être la transition vers la... On va déjà vous applaudir. Bon.